Mesdames, Messieurs, re-bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. 11e épisode aujourd'hui, je reçois le psychologue Jacques Forêt pour parler de motivation. Jacques qui est psychologue organisationnel, expert en motivation, un terme long pour simplement dire que lui, son champ d'intérêt, son dada, son expertise, c'est comment concilier le bien-être et la performance dans chacun des individus. Il est professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, donc il fait de la recherche. Il a une tâche comme enseignant. Il est également conférencier, formateur. Donc, un homme extrêmement occupé. Je suis extrêmement choyé et content de l'avoir reçu. On a eu une longue conversation vraiment qui était extrêmement enrichissante. On a parlé de motivation dans le contexte du travail, évidemment, parce que c'est une des expertises qu'il a, mais aussi dans le contexte sportif. Jacques a eu la chance de travailler auprès des Sœurs du Four-la-Pointe pendant leur performance aux Jeux olympiques. Donc, on a parlé de ce sujet-là également. Et on a référé à plusieurs éléments ou plusieurs articles dans l'épisode et tous ces liens-là vont être mis à votre disposition sur la page Facebook du podcast. Donc, Parle-moi de santé, le podcast sur Facebook. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller rejoindre ça à ce niveau-là. Donc voilà, on a parlé de motivation dans le contexte du travail, comme j'ai dit, et dans le contexte sportif. Donc ça va toucher un peu à tous les aspects de la motivation. On parle de la théorie de l'autodétermination avec laquelle Jacques travaille, qui est une théorie qui a été bien démontrée dans la littérature scientifique et qui est un des modèles de base, si on veut, de la motivation au niveau mondial. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le psychologue Jacques Forêt. On est parti. Jacques Forêt, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir à mon podcast. Ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que j'essayais de t'avoir. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, avec un horaire bien chargé. Autant ce qui est de ta charge d'enseignement, puis aussi beaucoup de formations, de conférences, aussi impliqué dans la recherche, là, veux pas. Fait que... Aujourd'hui, on parle d'un domaine qui est un peu différent des premiers épisodes que j'ai eus. Je suis plus habitué de parler de ce qui a trait précisément aux blessures, étant moi-même physiothérapeute. Mais aujourd'hui, on parle de psychologie. Oui. Fait que avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça juste que tu puisses un peu informer les auditeurs t'es qui, puis pourquoi c'est pertinent de te recevoir aujourd'hui, parce qu'on parle plus précisément même de psychologie de la motivation. Exact. Donc, moi, je suis professeur à l'UQAM. Donc, je suis formé comme psychologue. Je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Et je suis aussi membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Donc, moi, mon background, c'est en psycho du sport. Donc, je voulais comprendre qu'est-ce qui permettait simultanément de stimuler performance et bien-être. Donc, en sport, c'est super facile d'augmenter la performance. Tu t'entraînes fort, tu te drogues, tu essaies de te cacher du fait que tu te drogues, puis tu augmentes ta performance, mais tu as un coût très élevé pour ton bien-être. Juste être bien sans être efficace, c'est facile. Donc, c'est d'équilibrer les deux. Comment on peut être très performant et très bien en même temps. Mais vu qu'au Québec, il n'y a pas grand job en psycho du sport pur, j'ai poursuivi au doctorat en psychologie du travail pour appliquer essentiellement la même chose. Comment stimuler performance et bien-être, parce qu'un être humain reste humain, qu'on soit dans le sport ou dans le travail. Puis ensuite, j'ai fait mon postdoc, puis je suis devenu prof. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois dans les recherches et l'intervention, peu importe le domaine. Donc là, ça donne avec ma job que c'est majoritairement au travail, mais j'ai encore un intérêt, puis je continue de pratiquer dans le domaine du sport, mais c'est vraiment de comprendre c'est quoi qui nous anime. Lorsqu'on se lève le matin, dans quoi on va mettre des efforts, puis ça, c'est les qualités des motivations, puis ça, c'est présent partout. Donc, ça peut être la motivation, pourquoi je vais travailler, la motivation, pourquoi je vais voir un physio, la motivation sur pourquoi je veux être en forme, pourquoi je veux aller vite en ski, pourquoi je veux être capable de bencher 200 livres. Donc, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, la psychologie, c'est partout. C'est tellement partout qu'on a tendance à l'oublier. Moi, c'est de mettre un éclairage particulier scientifique pour mesurer l'invisible et rendre visible l'invisible. Donc, c'est ça, moi, qui m'interpelle dans la vie. Puis tout à fait. Actuellement, tu es beaucoup sollicité autant dans les médias qu'auprès d'organisations qui organisent des conférences pour faire de la formation. Puis, c'est quoi qui a mené un peu ton intérêt vers
cette notion de transfert de connaissances? Pourquoi pour toi c'est important de faire comprendre aux gens ce qui est important par rapport ou en lien avec la motivation? Donc tu me demandes c'est quoi mes motivations exact, à faire tout ça? Okay. Exact. Moi, je suis allé en psychologie parce que je voulais avoir un impact très large. Mon deuxième choix au bac, c'était journalisme. Fait que c'était comme diffusion. Fait que c'était toujours un peu là. Ouais. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on connaît beaucoup, beaucoup de choses, mais qui ne se rendent pas tout le temps au commun des mortels. Comme ça a pris à peu près 30-40 ans pour que ça soit bien ancré dans la tête des gens que fumer, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est le meilleur exemple. Et ça continue. Il y a encore des gens qui fument, mais si on leur demande « Est-ce que tu sais que c'est mauvais pour toi? » Bien, ils vont dire oui. Donc, je voulais réduire cet écart de temps-là entre on sait des trucs et on les fait connaître. Puis la théorie qu'on utilise, la théorie de l'autodétermination, c'est ma conjointe qui me l'a fait découvrir. Puis ça fait environ 50 ans que ça existe. Donc, ça fait 50 ans que les gens tentent de la détruire, puis que ce qui reste, c'est ça qu'on publie dans les articles scientifiques. Puis on est environ 500 chercheurs actuellement de partout sur la planète. Donc, oui, je contribue à faire mon effort dans la francophonie au Québec, puis tout ça, mais il y en a 500 autres dans plusieurs autres domaines partout sur la planète qui poussent dans cette direction-là. Et à chaque 3 ans, il y a le congrès de la théorie. Donc, tous les gens qui utilisent cette théorie-là, que ce soit en psychologie de la santé, dans les relations hiérarchiques, dans le domaine du sport, du travail, on se rencontre. Le dernier congrès, c'était l'an passé aux Pays-Bas. C'est à chaque 3 ans. Donc, moi, ce qui m'enthousiasme dans la vie, c'est de réduire l'écart de temps entre on sait des trucs et on les fait connaître et elles sont utilisées. De là, ma présence aujourd'hui. Oui, mais tu vois, ça me rejoint parce que même, tu sais, c'est probablement applicable dans tous les domaines où on se base sur la science pour avoir des interventions, parce qu'en physiothérapie ou même plus largement en médecine musculo-squelettique, dans les blessures, la science démontre certaines choses depuis 10-20 ans, mais l'espèce de transition à la pratique est encore absente, puis manquante. Puis, tranquillement, il y a des nouvelles générations de professionnels de la santé qui naissent avec des nouvelles approches, mais c'est pas tant des nouvelles approches au niveau scientifique. Ça fait des années que c'est démontré. C'est juste que c'est maintenant que ça commence à s'appliquer. Fait que, je le vois vraiment, le lien, puis il est un peu partout, là, at large dans la santé. Bien, la théorie de l'autodétermination, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 4 grandes catégories de raisons pour faire n'importe quoi. Que ce soit le travail, pratiquer un sport ou autre. J'ai du fun, je trouve ça important. Je le fais pour booster mon ego ou protéger mon ego, ou je le fais pour des récompenses externes à soi. Donc, c'est les motivations intrinsèques, identifiées, introjectées puis extrinsèques. Moi, je le mesure en contexte de travail, puisqu'on va montrer là, on a des données ou des items dans 26 langues différentes, donc c'est des principes universels. Plus tu as de plaisir et de sens à ton travail, plus tu as de bien-être, de fonctionnement optimal, de concentration, d'adaptivité, de proactivité, plus tu fais une tâche au travail pour booster ton ego ou aller chercher des récompenses, plus ça va augmenter l'épuisement, les émotions négatives, les comportements de tricherie. Ça va avoir un coût psychologique très élevé. Donc, si on l'applique, mettons, à la physiothérapie ou dans le domaine médical, puis j'ai fait mes recherches avant de venir te voir, cool. Il y a des articles récents qui vont dire, ben là, mon physiothérapeute me le dit, il faut que je le fasse. Ça, on prend de l'extérieur, puis on se dit, OK, il me le dit. Mais si c'est intégré superficiellement, les gens vont le faire pendant 3-4 jours, puis ensuite, ça va sombrer dans l'oubli. 100% d'accord. Si les gens se disent, moi, je veux le faire pour me sentir bien, je suis capable, j'ai fait mon plan, mais ils vont le faire, ça va juste être un petit peu plus longtemps. Mais si le physiothérapeute ou le médecin ou l'infirmière ou n'importe quelle personne en position d'autorité utilise les bons comportements, puis on pourra en parler, ben oui. Si les gens disent « Hey, il me l'explique parce que c'est important pour moi. Je le sais que c'est tough, c'est difficile, c'est compliqué, mais il faut que je trouve un moyen de l'intégrer à ma routine. » Puis crime, à longue, je me rends compte que c'est quasiment le fun de le faire parce que je me sens mieux après. C'est là qu'on va avoir le plein potentiel. Donc, les comportements de soutien aux besoins vont permettre aux gens d'absorber les comportements puis de le faire parce qu'ils trouvent ça important. Puis, parfois, ils vont y trouver du plaisir. Donc, si on veut maintenir l'élan dans nos habitudes comportementales, que ce soit en sport ou au travail, il faut vraiment s'orienter dans le faisceau « j'ai du fun et je trouve ça important ». Puis là, je trouve ça important, c'est là que réside la magie. C'est le plus important. C'est le plus important de trouver ça important. Oui, mais tu vois, dans les... Quand je prends en charge, exemple, je fais un lien avec vraiment la pratique dans la physiothérapie, quand je prends en charge quelqu'un qui a une blessure, il y a 3 choses qui sont catégoriques à savoir
peu importe le type de blessure, pour moi. C'est quoi la raison émotionnelle de la présence ici? Fait que, tu sais, le fait que la personne est blessée l'empêche de faire X ou Y, puis ça possiblement que ça y amène une émotion négative. Tristesse, sentiment d'auto-accomplissement qui n'est plus là. Deuxième, c'est quoi les objectifs? Mais c'est niaiseux à demander des objectifs juste comme ça parce que tout le monde répond quand je pose cette question-là, diminuer la douleur. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est quand tu viens me voir, tout le monde veut me voir pour diminuer la douleur, mais ça, c'est pour faire quoi? Ça nous amène à des objectifs plus fonctionnels. Fait qu'être capable de jouer au hockey, être capable de courir, être capable de plier du linge, ça peut être autant les activités quotidiennes. Puis le numéro 3, c'est quoi les attentes? Mais précisément, qu'est-ce que tu viens chercher précisément? Est-ce que c'est important pour toi que je te touche manuellement? C'est-tu important pour toi que je t'explique simplement un diagnostic? C'est-tu important pour toi que je te rassure, que je t'explique ton rapport de radiologie, que quelqu'un te dit qu'il y avait quelque chose de grave? T'sais? Puis on dirait que là-dedans, je vois le lien, je vois l'espèce de motivation intrinsèque qui est beaucoup plus, qui peut se faire développer, plus que de dire, tu viens me voir, c'est moi le boss, je t'impose ceci à faire, si tu le fais, tu vas guérir. Bien, ce que tu mentionnes, c'est comme si dans ta façon de voir, tu allais dépoussiérer tout ce qui était technique. Fait un physio, vous êtes formé sur comprendre le corps humain, comment il fonctionne, puis un peu comme une machine. Oui, la biomécanique. La biomécanique, la physiologie, les muscles, les tendons, etc. Mais il ne faut pas oublier que tout part d'ici. Exact. Si on arrache le cerveau, tout le reste de la machine ne fonctionne pas. Ouais. Donc, inconsciemment ou consciemment, ce que tu es en train de dépoussiérer, c'est quelles sont les raisons profondes qui vous animent, puis je vais vous aider à pousser dans ce sens-là. Si on va dans le monde du travail, souvent les gens... ils vont dépoussiérer les raisons, puis ce que les gens vont entendre, c'est on veut faire plus de profit, on veut augmenter la performance. Non. C'est comme les gens en sport qui disent on veut plus de médailles, on veut gagner, on veut que le Canada soit au Xème rang des Jeux olympiques. C'est pas ça la vraie raison. Il y a une technique qui s'appelle les 5 pourquoi, là, mais moi je pousse à 10, 15, 20 pourquoi. Pourquoi tu veux gagner des médailles? Pourquoi tu veux que le Canada soit le premier? Pourquoi? Puis quand tu arrives à la fin, puis que le pourquoi, c'est je veux booster mon ego ou je veux bien paraître, ça ne marchera pas. La source de motivation n'est pas la bonne. Et elle peut fonctionner à court terme avec des coûts psychologiques élevés. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec un coach qui était réceptif à ces principes-là. J'ai travaillé avec le coach de l'équipe de ski acrobatique de Sochi, l'équipe féminine, où Justine et Chloé... Avec les sœurs du Four-la-Pointe. Exact. Donc, il y avait les 3 sœurs, Justine, Chloé et Maxime, puis il y avait Audrey Robichaud, l'athlète de Québec, puis il y a aussi l'athlète de réserve qui est dans l'équipe au cas qu'il y a... qui a une blessure. Qui a une blessure, justement. Et le coach, Jean-Paul Richard... il a ensuite travaillé au Comité olympique canadien. Il a été le coach des coachs au Cirque du Soleil. Puis lui, il s'est dit, crème, ça marche en science, ça devrait même marcher dans la vraie vie. Puis on a vendu des skis ensemble, on se connaissait d'avance. Puis il a dit, viens-t'en, on va appliquer ça. Mais moi, ça m'intéresse, mais je trouvais le défi énorme. Mais là, quand tu te rends compte que c'est des humains, que les motivations sont là, puis on l'a posé la question des pourquoi. Puis la raison qui venait souvent, c'est je veux faire un podium, je veux maintenir mon financement. Mais on a posé la question des 3000 pourquoi pour arriver à la fin une mission qui nous satisfaisait. C'était d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes. Parce que les athlètes olympiques nous disaient comment elles avaient été inspirées par d'autres. Donc, entre autres, Jennifer Hale qui avait gagné à Vancouver. Puis on dit, OK, on va en faire des machines de propagation de la bonne nouvelle. Puis là, quand tu es en train de t'entraîner en Australie au mois d'août sur un glacier puis il pleut, tu n'es pas en train de te dire, je vais avoir le meilleur 30 secondes de ma vie en février prochain puis je vais gagner une médaille. C'est pas vrai. Mais si tu dis, moi, je suis un exemple pour moi-même puis pour les autres, je contribue à une mission plus large que moi, là, ça devient enthousiasmant. Puis on a dépoussiéré les pourquoi, puis on a juste mis en place ce que la science dit. D'autres exemples auxquels les gens peuvent s'intéresser, il y a les All Blacks, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Eux, ils gagnent parce qu'ils ne veulent pas gagner. Oui, mais c'est ça. Mais comment ils ont... C'est qui a déterminé qu'ils ne voulaient pas gagner ou ils l'ont dit eux-mêmes? C'est quelqu'un qui utilise la théorie de l'autodétermination, puis tu as un article qui explique ce qu'ils ont fait. Si les gens veulent savoir... Oui, je le mettrai. Je vais le mettre dans les commentaires, l'article. Puis eux, leur slogan, c'est « Better people makes better All Blacks ». Donc, ils veulent que le gars qui passe la mop dans le locker, là, qu'il ait le meilleur produit pour que ça sente bien puis que ça soit propre.
Celui qui met de l'eau dans les bouteilles, là, il veut que les bouteilles... Donc, il s'occupe de tout le monde. Puis je parlais des motivations, plaisir et sens, mais la cible qu'il faut atteindre en recherche pour augmenter les bons types de motivation puis diminuer les mauvais types, c'est la satisfaction des besoins psychologiques. Beaucoup de gens vont connaître la pyramide des besoins de Maslow. J'invite les gens à oublier la pyramide de Maslow, à le jeter au vidange. C'était une belle approximation pour le 70 ans, mais récemment, la recherche montre qu'il y a 3 besoins psychologiques qui sont plus importants que les autres. Il y en a plus que 3. Mais les 3 besoins qui sont à satisfaire chez tout le monde, partout, tout le temps, c'est le besoin de compétence. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « j'ai assez hâte de vivre des échecs avec mon physiothérapeute aujourd'hui ». Donc, on est orienté vers le succès. Le besoin de connexion, d'affiliation, de relations sociales, d'avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Puis le 3e besoin s'appelle le besoin d'autonomie. Il ne faut pas entendre indépendance ou laisser-faire, mais plutôt autodirection et authenticité. Donc, lorsque notre cerveau a les vitamines d'efficacité, d'amour et d'autodirection, ça augmente les probabilités de voir apparaître sens et plaisir, ce qui augmente les conséquences positives. Donc, pour revenir à l'exemple des All Blacks ou ce qu'on a fait avec Ski Acrobatique Canada, on a juste demandé aux gens comment on peut satisfaire tes besoins psychologiques puis comment on peut moins les frustrer. Il y a aussi d'autres exemples. L'équipe d'Australie je ne me souviens plus si c'est 2 fois 200 mètres ou 4 fois 200 mètres. En tout cas, il y a d'autres équipes olympiques qui expliquent comment ils ont eu des bons résultats en ne voulant pas gagner. Aux Jeux paralympiques de Londres, il y a John Marshall Reeve qui a publié un article qui montre que les coachs qui veulent gagner des médailles en gagnent moins que les coachs qui veulent développer des personnes. Donc, que ce soit en sport avec les médailles ou en travail avec l'argent, si on passe au rayon X, un peu ce qui est visible en surface, puis on regarde l'invisible, ce qui est au niveau de la psychologie, on voit que ça va bien lorsqu'on se soucie de l'humain. Pas lorsqu'on se soucie de qu'est-ce que l'humain peut m'apporter comme outil. Ouais. Ben moi, je résume ça à, tu sais, puis même en intervention en santé, tu sais, en anglais, ils disent « care about the person first ». Fait que, tu sais, c'est ça. Aie de l'attention ou aie la volonté de je sais pas c'est quoi la traduction directe de caring, là, mais... Caring, c'est prendre soin. Prendre soin, c'est ça. Ouais. Prends soin de l'être humain à la base avant de voir cette personne-là comme une douleur au genou ou comme personne ayant un trouble d'anxiété ou peu importe, à la base, on est tous des êtres humains. Puis, tu sais, dans l'exemple que tu parlais avec les Sœurs du Four-la-Pointe, justement, dans l'article, ils ont bien décrit un peu, mais ça a été vraiment un réel projet là, que vous avez mis autour de l'équipe de ski acrobatique. Bien, on a commencé ça dans un sous-sol d'un hôtel de Laval en juin 2013. Puis moi, je suis arrivé, moi, je suis un nerd professionnel qui veut transférer dans le réel. Puis Jean-Paul, le coach, lui, son talent, c'est de voir où les gens sont bons. Okay? Moi, je ne sais pas si je suis bon, mais j'aime vraiment certaines choses précises. Puis il m'a pris Jacques, viens leur expliquer. Puis on a expliqué ça aux administrateurs de Ski Acrobatique Canada. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est simplement d'aller collecter l'information auprès des athlètes, entraîneurs, co-entraîneurs, physiothérapeutes, tout le... je me souviens plus du nom exact, là, c'est Health Support, là, Integrated Health Support Team. Donc, tous les gens qui gravitaient au jour, on a juste dit aux gens, dites-nous comment on peut satisfaire vos besoins d'autodirection, de compétences et de connexion. Puis s'il y a des choses qu'on fait ou que l'équipe fait ou que le comité olympique fait qui frustrent les besoins puis qu'on pourrait peut-être diminuer parce que c'est pas possible de toutes les éradiquer, dites-nous-le. Moi, j'ai envoyé le questionnaire, j'ai intégré les réponses. On s'est juste fait un plan de qui fait quoi, quand, où, comment, puis pourquoi, en lien avec les 3 besoins. Pas un plan de qui fait quoi, quand, où, comment, puis pourquoi pour gagner des médailles. Non, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais des exemples, c'est s'il y avait des athlètes qui avaient besoin de faire une sieste en milieu de journée, bien OK, il y a quelqu'un que sa job, ça va être d'amener un tapis de sol, puis de le mettre à terre, puis de regarder la personne faire une sieste pour la réveiller à temps. D'autres exemples qu'on a eus, c'est... ça va être de dire, certains athlètes, ça se peut que ce soit mes derniers Jeux olympiques, je veux vivre une expérience qui va être enthousiasmante pour d'autres personnes après. Bon, mais parfait, on t'accompagne là-dedans. Il y a aussi une des athlètes qui avait vécu une blessure dans l'année qui venait avant, puis elle était peut-être en danger d'être éjectée de l'équipe. Bien, les coachs, au lieu de leur dire, gars, il y a trop de danger sur toi, on te met de côté, on va en prendre une que c'est plus sûr, ça a été de demander, qu'est-ce que tu veux?
Ah ouais, simplement. Simplement, puis la personne a dit, je vais prendre la chance de bien récupérer de ma blessure, quitte à peut-être me faire éjecter par une autre personne qui va prendre ma place, mais c'est le meilleur choix pour moi. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Lorsqu'on sait comment fonctionne un être humain, puis on est capable de mettre en sourdine notre ego, puis notre désir de récompense externe, ce qui est souvent difficile à faire, bien, ça crée de beaux trucs, là. Puis les comportements qui permettent de satisfaire les besoins, on va les appeler en anglais Autonomy Supportive Behaviors ou Need Supportive Behaviors, ça s'apprend. Donc, il y a des enquêtes qui montrent qu'on peut enseigner aux médecins comment mieux prendre soin des patients sans mettre de côté toutes les connaissances médicales, pharmacologiques, etc. En physiothérapie, c'est le même truc. C'est le même truc dans le sens que vous avez une connaissance fine et pointue de comment fonctionne l'appareil locomoteur. Mais il ne faut pas oublier que si on monte en dessous du corps, il y a le cerveau, puis on peut apprendre comment satisfaire les besoins. Donc, des exemples de comportement, ça va être donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, prendre la perspective de l'autre, expliquer pourquoi les trucs que l'on fait, c'est important. Donc, donner un rationnel. Ça s'apprend. Puis, on montre que lorsqu'on l'apprend, on a des meilleurs résultats à la fois chez la personne en position d'autorité, que ce soit le physiothérapeute avec son patient, un enseignant avec son étudiant, un médecin avec son patient. Et à la fois, la personne en position d'autorité va mieux, mais la personne qui reçoit les services, ça va mieux aussi. C'est ça que je trouve magnifique de la psycho, c'est que lorsqu'on va au-delà des apparences puis on comprend comment ça se passe en dessous du visible, on découvre tout un monde là, qui peut être activé efficacement. Ouais, puis ça revient des fois. Des fois, moi, j'ai l'impression qu'on se complique la vie à essayer de chercher c'est quoi toutes les modes qui peuvent mesurer ou qui peuvent booster la motivation chez les gens, alors que cette science-là démontre qu'il y a une façon très précise depuis longtemps qui est démontrée comme étant efficace. Puis, tu sais, les gens vont peut-être se demander le lien entre la motivation et la santé. Puis, tu sais, clairement, on voit que si on répond aux besoins psychologiques, comme tu l'as expliqué par rapport à la théorie de l'autodétermination, bien, ces gens-là vont être plus performants dans tout ce qu'ils font, que ce soit leur travail, que ce soit leur sport, que ce soit leur peu importe ce qu'ils ont comme objectif ou comme projet. Puis, pour toi, c'est quoi le lien à faire clairement entre la motivation de quelqu'un, son niveau de motivation et sa santé en général, puis peut-être un peu plus appliqué justement au travail, là. Oui. Bien, la santé, si on la définit, il y a plein de façons de voir les choses. Puis souvent, par exemple, si on prend le système de la santé au Québec, c'est pas le système de la santé, c'est le système de gestion des maladies. Ouais. Donc, exact. l'Organisation mondiale de la santé va définir la santé comme à la fois une absence de symptômes négatifs ou une relative absence et la présence d'éléments positifs. Donc, la santé optimale, c'est une présence très forte d'indicateurs de bien-être, que ce soit au niveau émotif, cognitif ou encore psychologique ou physiologique, comportemental, et une relative absence de symptômes négatifs. Donc ça, c'est la définition globale de la santé. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2012 qui a pris une méta-analyse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend toutes les recherches qui ont été faites, on les rend comparables, on prend toutes les enquêtes, puis on met ça dans un seul et même modèle. L'auteur, c'est NG. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, Ng. Okay. Puis avec une équipe de collaborateurs. Puis ils ont montré à la fois avec des indicateurs physiques et psychologiques que le soutien et la relative absence de contrôle mènent à plus de satisfaction des besoins, moins de frustration des besoins, ce qui augmente les bons types de motivation. Puis ils ont mesuré santé psychologique puis santé physique. Santé physique, ça va être mesuré, par exemple, comme la pression artérielle. Il y a des enquêtes aussi qu'on va prendre des petits Q-tips, qu'on va cureter l'intérieur de la joue pour détecter des hormones comme la cortisol ou l'immunoglobine. Des hormones de stress. Des hormones de stress. Il y a des enquêtes aussi au niveau neuropsychologique où on va regarder quelles sont les ondes qui sont activées. Puis on détecte entre autres que les bonnes motivations, c'est les noyaux catécholaminergiques, donc les précurseurs des bonnes récompenses. Donc, lorsqu'on dit que l'exercice physique, ça mène aux bonnes hormones, bien, on est en train de détecter les précurseurs catécholaminergiques de ça directement dans le cerveau. Donc, lorsqu'on prend l'ensemble des recherches, mettons des 30-40 dernières années, plus on a de soutien, plus on a de vitamines psychologiques, plus notre tête va bien, puis plus notre corps va bien.
Donc, comment je définis la santé? On s'en fiche, mais comment la science détermine la santé? Il y a différents modèles, mais en gros, c'est relative absence de ce qui va mal puis présence de ce qui va bien. Au niveau psychologique, à titre d'exemple, il y a un super livre qui s'appelle The Positivity Ratio. Ouais. Puis c'est positivityratio.com qui montre que les couples, les familles, les équipes, les organisations où ça va le mieux, on a 3 émotions positives pour une émotion négative. Beaucoup on va les appeler les motivateurs ou des gens grand public là, qui disent « Let's go, gang, vous êtes capables », qui ont un peu un discours jovialiste. Ouais. Essentiellement, ils se tirent dans le pied parce que c'est pas vrai qu'il faut augmenter le positif à tout crin en mettant de côté le négatif. Il faut le diminuer. Ben, il faut que ça soit 3 pour 1. Ouais, c'est ça. Donc, dans un couple, c'est normal d'avoir des chicanes, ça replace les trucs. Dans une équipe, on ne peut pas être tout le temps d'accord, ça ne marche pas. Donc, 3 pour 1, ça serait un indicateur émotionnel de santé. Au niveau physiologique, mais on a une multitude d'indicateurs, des prises de sang, puis on est en train de faire le pont entre la tête et le corps. Et lorsqu'on regarde les méta-analyses, les 3 besoins psychologiques, sans que ça explique tout, ça rend visible des trucs visibles, puis ça rend visible des trucs invisibles. Donc, quand le corps ne se sent pas bien, des fois, on a des indicateurs plus tangibles que j'ai le vague à l'âme. Ouais. C'est ça qu'on fait en recherche. On le mesure au niveau psychométrique avec des questionnaires standardisés, puis on a toutes nos analyses sous-jacentes. Puis ensuite, ça nous permet de dire, bien, sur 9000 personnes dans 250 études différentes, ça semble être positif d'avoir les besoins satisfaits. Puis tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu mentionnes au niveau des indices de mesure de la santé physique versus la santé psychologique, ça nous amène un peu vers un modèle de santé point final, dans le sens que la santé physique puis psychologique, il ne faudrait pas la traiter comme étant 2 choses parce que c'est très interrelié. Puis autant quand on a des maladies physiques, on va avoir des signes aux symptômes psychologiques et vice-versa. Des gens qui vont avoir des troubles psychologiques vont avoir des signes et symptômes physiques aussi. Là. Bien, tout à fait. Puis c'est vraiment relié les deux. On ne peut pas extraire la tête du corps. Ce qui va être difficile pour la majorité des gens, c'est comment on peut chiffrer un mal-être psychologique. Puis nous, en recherche, on va mesurer différentes catégories de symptômes. Donc, je donne un exemple. Il y a le COSIS, c'est une échelle qui mesure, c'est juste 6 items. Donc, avec une échelle, je crois que c'est de 1 à 5. Puis là, on se dit, ça a l'air donc bien simple, tu sais, 6 systèmes, puis je me sens mal, j'ai des douleurs musculo-squelettiques, il y a certains indicateurs de je m'isole socialement. Mais ce qui est le fun avec ce questionnaire-là, c'est que vous avez des normes sur d'immenses populations. Donc, si votre score est au-delà de X items, bien, ça ne va pas bien. Si vous êtes entre ça et ça, il faudrait qu'il y ait une petite lumière rouge qui allume, puis en bas, vous êtes correct. Donc, il y en a pour le burn-out. La psychologie, on est comme un petit peu, mettons, 20-30 ans en retard sur les indicateurs de santé physique, mais tranquillement, il commence à y avoir des questionnaires standardisés qui permettent d'avoir des points de coupure. Aux Pays-Bas, l'équivalent de Statistique Canada, mais aux Pays-Bas, eux, ils vont mesurer le burn-out au niveau populationnel. Puis le gouvernement va dire, OK, ça va pas bien, ça va mieux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsqu'on est capable de mesurer l'intangible, ça permet de mieux guider les actions, je dirais, en santé publique. Là, on le voit avec la COVID-19. Là. Ouais. Mais il y a de quoi d'intéressant là-dedans parce que c'est comme si souvent on a été habitué à catégoriser en oui et non ou présent, absent en termes de maladie ou de problème. Tu es en burn-out ou tu n'es pas en burn-out alors que c'est un spectre. Tu n'es jamais... Des fois, tu vas être complètement épanoui dans ton travail ou dans ce que tu entreprends et des fois, tu vas être complètement débordé, mais ça se peut que tu oscilles entre les deux. Puis quand tu parles de ce qui mesurait aux Pays-Bas, c'est-tu une espèce d'échelle de où se situe tout le monde là-dessus, justement, par rapport au burn-out? Bien, ils vont avoir différents gradients, puis tu as raison de dire que, comme quand on parle de satisfaction puis de frustration des besoins, ça, c'est les 2 extrêmes du continuum. Entre les deux, il y aurait de l'insatisfaction relative. C'est possible d'avoir nos besoins psychologiques relativement insatisfaits et satisfaits en même temps, tout dépendant quelles sont les cibles. Donc, à ta question, qu'est-ce qui mesure? Il va y avoir différents indicateurs. J'avais vu une présentation dans un congrès, puis ça m'avait étonné de voir comment le gouvernement là-bas était en avance sur ici. Ouais.
Mais ce qu'on va faire au niveau de la recherche, c'est d'avoir des catégories de symptômes ou des catégories d'éléments présents où on va voir quels sont les liens entre les variables. Si on prend nos enquêtes, on a mesuré les motivations. Notre premier article, c'était dans 7 langues simultanément dans 9 pays. Puis j'étais étonné de voir, moi, que peu importe la langue ou le pays, plus plaisir et sens étaient là, plus ça augmentait. Mettons, on avait des indicateurs comme la vitalité subjective, le niveau d'entrain. On avait, en anglais, c'est proficiency, c'est est-ce que tu fais tout l'ensemble de tes tâches. Proactivity puis adaptivity. S'il y a des changements, est-ce que tu t'habitues? Puis est-ce que tu anticipes les changements? Puis là, tout dépendant entre le norvégien, le chinois, le néerlandais, le français, l'anglais, on avait différents indicateurs, puis on a essayé de ramasser tout ça. Puis peu importe ce qu'on mesurait, ça allait tout le temps dans le même sens. Donc, c'est ça qui est intéressant de la recherche, c'est de voir qu'est-ce qui est relié à quoi. Nous, ce qu'on utilise, c'est les corrélations. C'est la force du lien qui unit les variables. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la santé, soit physique ou psychologique, ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'on se trompe à peu près pas si on augmente la satisfaction des besoins puis on diminue la frustration. Puis, tu sais, justement, en revenant précisément dans la théorie, toi, tu es spécialiste ou tu es conseiller par rapport à tout ce qui est motivation qui a trait au travail. Fait que surtout dans les relations organisationnelles. Fait qu'on parle de hiérarchie, là, des organisations avec des patrons, des employés. Puis tu vois c'est quoi le lien entre les besoins psychologiques des employés, les mesures de ces besoins-là aussi, puis l'impact que ça a sur leur motivation. C'est quoi les exemples concrets? Tu les répéteras, mais les 3 principaux besoins psychologiques à remplir. Puis, tu sais, des exemples concrets au travail de comment on peut remplir ou répondre à ces besoins-là. OK. Donc, les 3 besoins, compétences, autodirection puis affiliation sociale, c'est des besoins qui sont innés et universels. Donc, on les a de la naissance à notre mort et tout le monde les a sur la planète. Donc, ça, c'est des universalismes. Ceci dit, où vous êtes sur la planète va rendre ça plus possible ou pas. Les façons de satisfaire vont varier chez toi et chez moi, mais c'est des principes tellement présents que c'est comme l'étoile du Nord qui nous guide. On peut se fier là-dessus. C'est tellement puissant qu'à chaque année, l'ONU sort son rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Puis qu'est-ce qu'il mesure pour mesurer le bonheur? Il mesure ces 3 besoins-là. OK, ouais. Donc, les 3 besoins sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. En contexte de travail, les 3 grands faisceaux d'éléments qu'on enquête pour savoir qu'est-ce qui augmente la satisfaction ou qui diminue la frustration des besoins, on va avoir l'organisation du travail, les relations interpersonnelles et la rémunération, l'éléphant dans la pièce qui est l'argent. Mm-hmm. Donc, l'organisation du travail, c'est en gros de dire, est-ce qu'il y a des façons de faire le travail, indépendamment d'avec qui on le fait puis comment on est payé, y a-t-il des façons qui sont plus enthousiasmantes? Donc, à titre d'exemple, des caractéristiques du travail qui sont stimulantes, c'est avoir un peu de variété. Percevoir les impacts de notre travail. Donc, est-ce que je fais une tâche puis je sais à quoi ça sert à un moment donné? Donc, l'organisation du travail, c'est un premier faisceau. Le deuxième faisceau, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles, qu'elles soient hiérarchiques, égalitaires ou inverses, bottom-up ou top-down. Donc, ça, souvent, on va dire, les gens ne quittent pas une organisation. Ils quittent un patron ou des collègues qui n'aiment pas. Donc, nous, on mesure ça. Est-ce que ton patron satisfait tes besoins ou est-ce qu'il les frustre? Est-ce qu'il y a des collègues qui font montre de harcèlement psychologique à ton égard ou tes collègues sont là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même? Donc, ça, c'est le deuxième grand faisceau, puis c'est là qu'on va enseigner les bons comportements et désapprendre les mauvais comportements. Puis finalement, la dernière traque, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est l'argent. Ouais. Beaucoup de gens vont dire, c'est clair, on travaille pour payer les billes puis mettre du beurre sur les toasts, mais il y a 76% des gens qui continueraient à travailler s'il n'y avait plus besoin d'argent. Donc ça, c'est la question loterie. Oui, exact. Si tu avais suffisamment d'argent pour vivre confortablement, est-ce que tu continuerais à travailler? Ça, cette question-là est posée depuis 1955 dans différents pays. Puis c'est 3 personnes sur 4 qui continueraient, même si l'argent, c'est plus une raison. Là, on se dit, OK. Il y a autre chose qui les drive. Puis c'est quoi l'autre chose? Ouais. C'est l'ego, l'impact, le sens, puis le plaisir. Donc, dans l'argent, récemment, nous, au lieu de poser la question, est-ce que tu veux faire de l'argent? On a posé la question, pourquoi veux-tu faire de l'argent? Puis là, le portrait devient moins flou. Les raisons saines de faire l'argent, c'est supporter sa famille, donner à la charité.
avoir une impression de liberté, pouvoir contribuer au loisir et un peu un sentiment de sécurité ou de justice. Je travaille fort, mais je suis payé de façon juste et équitable. Donc, ces raisons-là de vouloir faire de l'argent permettent la satisfaction des besoins. Les mauvaises raisons de faire de l'argent, ce qui peut s'apparenter au capitalisme ou au matérialisme, là, il peut y avoir des nuances, là, mais on fait ça à gros traits, mettons. Ouais. Si tu veux faire de l'argent pour te comparer avantageusement aux autres, si tu utilises l'argent pour surmonter tes doutes personnels, ou encore tu veux faire suffisamment d'argent pour dépenser de manière impulsive, ça va augmenter la frustration de tes besoins. Donc, au-delà de ce que les économistes vont dire, c'est important de créer de la richesse, attends une minute, on peut avoir de la prospérité sans croissance économique. On peut faire peu ou beaucoup d'argent puis être malheureux ou pas. Ouais. Il y a le paradoxe d'Easterlin, ça s'appelle, c'est le nom de l'économiste, le Richard Easterlin, qui montre que dans les 30 glorieuses, là, les années 45 jusqu'à 80, mettons, l'économie, partout sur la planète allait bien. Les 30 années après la guerre, tous les pays, le produit intérieur brut a augmenté. Mais si vous regardez le lien entre le produit intérieur brut et le bonheur, il n'y en a aucun. Récemment, il y a un article qui a mis dans l'équation les inéquités. Puis essentiellement, ce qu'ils ont montré, c'est que les pays où le PIB a augmenté en même temps que le bien-être, c'est que la richesse était distribuée équitablement. Alors que les pays qui s'en sortent très mal, c'est les pays où on a pompé de l'argent dans les poches de quelques personnes au sommet. Puis l'écart entre les riches et les pauvres qui continue d'augmenter. Exactement. Puis pour la rémunération, les gens souvent vont réagir en disant « Coudon, M. Forêt, êtes-vous communiste? » Je ne suis pas communiste ni capitaliste, moi je suis un scientifique. Ouais. Puis, il y a Michael Norton, c'est un psychologue à Harvard Business School. Lui, il a sondé 55 000 personnes dans 45 pays. Donc, c'est pas toute la planète, mais c'est quand même assez robuste. Ouais, c'est ça. Et ils ont demandé aux gens, ça devrait être quoi l'écart entre la personne la moins payée puis la plus payée? Dans une organisation. Dans une organisation et aussi dans des gouvernements. Ouais. Donc, c'est dit deux cibles différentes. Indépendamment de si vous êtes de droite ou de gauche, indépendamment de votre salaire, indépendamment de votre niveau d'éducation, puis dans les 55 pays, les 45 pays où on était, invariablement, les gens se situent entre 5 et 10 fois le salaire. Donc, que vous soyez un right-wing maniac ou un left-wing maniac, si on agglomère ça avec des échantillons assez robustes, les gens vont dire il faut qu'il y ait une différence entre quelqu'un qui fait une tâche cléricale simple et quelqu'un qui fait une tâche que pas grand monde peut faire. Genre un neurochirurgien opérer dans la tête des gens. Ouais. Moi, je ne me trusterais pas de faire ça. Je ne serais pas bon. Moi non plus. C'est ça. Fait que c'est normal de dire tu as un talent exceptionnel qu'on va rémunérer. Mais là, c'est de dire et où la limite? Il y en a une limite, c'est entre 5 et 7 fois le salaire. Si on regarde d'autres données, le World Happiness Report, c'est la firme Gallup qui l'a fait pour l'ONU. Ils ont des données avec des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays. Ils ont à peu près un sondage à chaque année qui représente 90 % de la planète Terre. Wow. Ça fait à peu près 10 ans là, qu'on a accès à ces données-là à chaque année. Eux, avec Ed Diner, qui est comme celui qui a inventé le bien-être subjectif, le Subjective Wellbeing, il a montré que l'effet optimal de l'argent se situe entre 65 et 105 000 $. C'est des dollars américains de pouvoir d'achat constant pour que toute la planète puisse être complète. Ça ne fait pas de différence si vous habitez à Montréal, à New York ou à Trois-Rivières, là. Mais il faut retenir que ça existe, la satiété d'argent. Puis même les recherches vont montrer que dépasser ce seuil-là, votre bien-être descend. Donc, si on met tous les morceaux ensemble puis on parle du travail puis de l'argent, est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on a assez d'argent? D'un point de vue scientifique, la réponse est oui. Est-ce qu'on devrait payer tout le monde le même salaire? La réponse est non. Ouais. On devrait différencier, mais pas trop. Parce qu'est-ce qui arrive lorsqu'on différencie trop les salaires? On récolte des problèmes individuels, organisationnels puis sociétals. Au niveau individuel, les enquêtes vont montrer, par exemple, que le simple fait d'implanter un régime de bonus dans vos compagnies augmente de 4 % la consommation d'anxiolytiques puis d'antidépresseurs. Wow. Au niveau organisationnel, plus vous avez d'écart, moins vous avez de collaboration.
Entre les employés ou entre les membres de l'organisation. Oui, puis il y a même des données en sport avec des équipes de football, de basketball et de baseball. L'écart salarial. L'écart salarial, que plus tu en as, moins ton équipe gagne. Puis au basketball, ils ont des données individuelles puis d'équipe. Puis ils appellent ça le end of contract year effect. Quand ton contrat arrive à la fin puis tu veux le renouveler, tu vas favoriser tes statistiques individuelles au détriment des statistiques collectives. Donc, ça, ils l'ont démontré, dans le fond. C'est démontré. Ouais. Puis au niveau sociétal, plus vous avez d'écart, plus vous allez avoir d'obésité, de consommation de médicaments, de consommation de substances licites puis illicites, d'emprisonnement, de crimes contre la personne, d'obésité, de grossesse non désirée chez les adolescentes. C'est hallucinant. Lorsqu'on met l'éclairage de l'argent, qui est souvent tabou, puis on dit qu'il faut créer de la richesse, puis tout ça. Non, c'est de la bouillie pour les chats. Il faut se questionner de quoi l'être humain a besoin, puis c'est de satisfaire ses besoins psychologiques. Puis l'argent, c'est pas super efficace pour faire ça. Il faut s'assurer que le plus grand nombre de gens s'extraient de la pauvreté et ensuite de rendre transparent les données qui permettent de savoir qui fait combien. Puis posez-vous la question pourquoi on a souvent tendance à cacher ça, l'argent, c'est qu'il n'y a aucune raison qui justifie les écarts. Mm-hmm. Donc, moi, ce que j'aime à l'UQAM, c'est que nos salaires sont publics. Là. Tu peux aller voir sur Internet, notre convention collective est là. On est des employés de l'État. Ouais. En Norvège, avec l'équivalent de ton numéro d'assurance sociale, tu peux connaître le salaire de tout le monde dans le pays. Pourquoi? C'est un des pays qui a le moins grand écart. Donc, je me suis emballé. Là. J'ai parlé des 3 grands faisceaux, relations interpersonnelles, organisation du travail puis argent. Mais ce qui est le fun de la science, c'est que ça va venir nuancer des propos qui sont comme dans l'inconscient collectif, puis comme les politiciens qui disent qu'il faut créer de la richesse. Bien, il y en a de la richesse. Elle est là. Ouais, puis peut-être qu'il faut redéfinir. C'est quoi, tu sais, richesse? Est-ce qu'on parle simplement de capital économique ou est-ce qu'on parle de, tu sais, parce que chaque membre de notre société est une richesse quand il est capable de contribuer de façon et que son bien-être est là. Puis on vient de parler que la science démontre que si son bien-être psychologique, si on répond à ses besoins, bien, sa capacité à contribuer va être beaucoup plus efficace. Bien, exactement. Sinon, c'est un gaspillage éhonté. Tu sais, toi, dans ta profession, tu prends soin du corps et de la tête des gens. Moi, dans ma job comme psychologue, je m'intéresse au bien-être dans la tête, puis ça a une répercussion sur le corps, mais les sociétés, les organisations, les entités qui permettent à tout le monde de faire ce qu'ils font de mieux sont celles qui vont bien. Moi, je trouve ça inquiétant de voir comment le Québec puis le Canada, tranquillement, on est en train de dériver un peu vers comme les États-Unis, dans le sens qu'on a présentement au Québec des milliardaires. Puis les gens vont dire, mais c'est bien ça, ils ont réussi, puis tout ça. Mais si vous avez un milliardaire qui dit que la syndicalisation, c'est pas bon ou qu'un salaire minimal à 15 ça va jeter à terre l'économie, bien, il pourrait peut-être arrêter de se promener en jet personnel. Ouais. Donc, ce que j'aime de la psychologie, c'est de mettre un éclairage sur des idées largement partagées, mais qui ne sont pas tout le temps vraies. Comme plus il y a d'argent, mieux c'est. D'autres exemples, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Prospérité sans croissance ». Parce qu'on a juste une planète jusqu'à preuve du contraire. Puis si on continue à faire ce qu'on fait là, on va tous se tuer pour de l'argent aux actionnaires, ce qui est ridicule. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir d'autres indicateurs? Un de ces indicateurs-là, c'est est-ce que j'ai du temps? C'est niaiseux, là, mais est-ce que j'ai du temps? Il y a Ashley Willens, qui est à Harvard, qui pose une question toute simple, avec des petits paragraphes. Là. Préférez-vous l'argent ou le temps? Question simple. Puis les gens qui privilégient le temps, invariablement, vont être plus heureux que ceux qui privilégient l'argent. Honnêtement, j'en doute pas du tout. Ça me surprend pas, ces corrélations-là. Explique ça à un économiste. Il va dire, ben non, c'est pas vrai. Tout le monde est à l'argent parce que lui, dans son quotidien, c'est juste de ça dont il traite, dont il parle. Mais si on est capable de comprendre que si on prend soin vraiment de ce qui est important, puis moi, je pense que c'est les 3 besoins, là, avec les enquêtes qu'on mène puis ce que la théorie dit, mais on va s'en tirer on va s'en tirer beaucoup mieux. On va être pas mal plus heureux. Là. Mais c'est parce qu'indépendamment de ce qu'on va faire, par rapport à notre travail, par rapport à nos projets, ce qui va déterminer si on est capable de s'accomplir là-dedans, c'est cette base-là de nos besoins psychologiques. Fait que quand on parle d'avoir une société qui est heureuse, qui
qui a une bonne contribution à la richesse, tu sais, une société avec un PIB qui est bien, un système de santé qui est performant, des employés heureux. Tout ça, c'est des indicateurs de comment notre système va fonctionner. Mais tout ce qui va driver ça, c'est à quel point chacun de ces individus-là se sent, répond à ses besoins de compétences, d'affiliation sociale, puis d'autodirection, d'autonomie. Exact. Puis moi, chaque année, soit dans mes cours ou à titre personnel, je vais lire le World Happiness Report. Puis il est disponible gratuitement, c'est worldhappinessreport.org. L'enquête est très bien faite, puis à chaque année, ils vont se concentrer sur des variables différentes. Puis ils ont sorti, je crois que c'est depuis 2 ans, c'est le Global Happiness and Wellbeing Report Policy. Donc, c'est quoi les politiques publiques, économiques, sociétales, organisationnelles qu'on peut mettre en place qui augmentent le bien-être. Puis dans le dernier, ils montrent, par exemple, comment être heureux dans les villes. Parce que là, si on regarde la planète, mais la majorité de la population vit ou va vivre dans des villes. Puis ce qu'on voit, ce qui se passe à Montréal présentement avec la COVID, de mettre plus de pistes cyclables, puis les gens disent « Ah, c'est terrible, ça va ruiner l'économie », puis tu te rends compte que, ben non, puis ça va même mieux. Mais ça, c'est un exemple. C'est est-ce que je me sens attaché à mon quartier, à ma ville, puis est-ce que je me sens que je suis en confiance? Au niveau de l'environnement, si on prend conscience que, que polluer, ça va nous tuer, ben on va changer nos comportements. Est-ce que je composte? Est-ce que je recycle? Mais est-ce que je fais aussi les comportements difficiles tels que prendre ma bicyclette plutôt que tout le temps ma voiture? Est-ce que je peux peut-être marcher 2 km dans ma journée puis je ne mourrai pas? Donc, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, politique, économique, moi, je crois beaucoup à la psycho parce que ça rend visible tout ce qui est invisible. Oui, puis tu sais, ce que je trouve qui est... ce que je trouve qui est bien dans tout ça, en fait, c'est que c'est pas tout ce que tu nous as amené en termes de ce qu'on connaît sur ce qui va être des indices de bonheur ou des indices de bien-être, c'est pas ton opinion personnelle. Là. Non. C'est des centaines de publications. C'est ce que la science nous démontre depuis des années. Puis un peu comme dans plusieurs domaines, même en environnement ou en économie, il y a plusieurs choses qu'on sait, mais la transition entre la théorie que la science a démontrée puis l'application pratique qu'on fait, souvent, il y a un pont qui est vraiment manquant. Puis, ils ont fait, je ne me rappelle plus, c'était une grande entreprise de voitures qui avait fait l'essai de travailler 4 jours semaine. Sais-tu de quoi je parle? Bien, il y a différents... Oui, il avait fait une étude, puis en fait, il mesurait la productivité au travail, mais aussi le chiffre d'affaires de la compagnie en diminuant tous les employés de 5 jours à 4 jours semaine. Puis ce qu'ils ont démontré, c'est la même performance et même plus, en fait, plus de sentiments de bien-être, puis la satisfaction par rapport aux employés, mais aussi par rapport des employés envers leurs employeurs, était juste du positif. Ce que ces compagnies-là ont compris, c'est que tu peux faire confiance à l'être humain. À chaque année, il y a l'OCDE qui sort des chiffres de c'est quoi la productivité. Là, on va le mettre en gros guillemets. C'est ça. Les pays qui travaillent le plus, comme le Portugal puis la Grèce, l'économie ne va pas nécessairement bien. Puis il y a des pays qui travaillent peu, entre gros guillemets encore là, comme la Norvège, la Suède, le Danemark, où on va voir 30-35 heures par semaine en moyenne. Puis crime, ce n'est pas des pays qui vivent des catastrophes alors qu'on est du kit au double. Là. On passe de 28 à 60 heures par semaine. Donc, le temps, c'est un bien mauvais juge de est-ce qu'on est bien. Il y a le Bhoutan, qui est un tout petit pays, qui, lui, va mesurer le bonheur intérieur brut. Ils se sont dit, on n'en a pas d'économie ou à peu près pas. Tu sais, c'est le tourisme puis les affaires minimales. Ils disent, pourquoi qu'on mesurerait ça? On va mesurer ce qui permet à notre monde d'avoir du sourire d'en face longtemps dans la journée. C'est ça que j'aime du World Happiness Report, c'est que ça dit, oui, l'économie, ça peut avoir du sens, les politiques publiques, sociales, mais concentrons-nous sur qu'est-ce qu'on veut vivre à tous les jours. Puis il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « J'ai le goût d'être profondément malheureux et avoir plein d'argent dans mes poches. » Tous les gouvernements qui vont dire « On va mettre plus d'argent dans vos poches. » Oui, mais pourquoi? Moi, si à tous les jours j'étais heureux, j'en voudrais pas d'argent. Puis si vous demandez à des gens sur leur lit de mort qu'est-ce qui est important dans leur vie, ils ne vont pas vous dire « Moi, j'ai gagné 1 400 000 dans ma vie, puis chaque dollar était la chose la plus merveilleuse au monde. » Ils vont dire « J'ai aimé ma famille, j'ai eu un impact sur des gens. » Donc, le spot, si on le met sur ce qui est important, puis selon la théorie, puis ce que nous, on utilise, c'est de donner des vitamines à notre cerveau à tous les jours.
ça va être bénéfique. Oui, tout à fait. Donc, si on est capable d'injecter les 3 besoins dans le corps, dans la tête, dans les politiques publiques, on va mieux s'en tirer. Mais ça me ferait tout le temps quand il y a des propositions en campagne électorale, puis qu'on parle de chaque famille va recevoir 371 va payer 371 de moins d'impôts dans son année. Puis demande c'est quoi cette valeur-là à l'infirmière monoparentale qui doit faire du temps supplémentaire obligatoire, puis demande c'est quoi ce 371 $-là aux personnes qui ont des enfants avec des déficiences intellectuelles puis qui arrivent à la majorité puis qu'il n'y a plus de services pour eux. La valeur de ça devrait être redistribuée dans les services sociaux, puis encore plus dans les services psychologiques. Puis, toi qui es psychologue, puis ça fait longtemps que tu travailles là-dedans maintenant, qu'est-ce que tu penses de... en tout cas, moi, je trouve que l'accès aux soins psychologiques ou l'accès au soutien psychologique est vraiment en deçà de ce qu'on devrait avoir si on définit que pour avoir une société en santé, il faudrait répondre à nos 3 besoins psychologiques primaires. Bien, il y avait Rose-Marie Charret qui a longtemps milité alors qu'elle était à la tête de l'Ordre des psychologues. Là, c'est Christine Groux qui milite encore vers l'accessibilité aux soins psychologiques, puisque les enquêtes, en tout cas celles que j'ai pu voir, c'est que ça s'autofinancerait. Parce que si vous avez quelqu'un qui tombe au combat, mettons une dépression très grave, profonde, qui n'est plus rendu capable de travailler, là, il tombe dans les filets sociaux de l'assurance-emploi. Là, s'il n'est plus capable de se trouver un emploi, mais ça va être l'itinérance. Puis tout ça, ça a des coûts. Énorme. Énorme. Puis ce qu'on a la chance au Québec puis au Canada, c'est d'avoir un filet social qui empêche les gens de tomber puis de s'écraser. Ouais. Donc, si on se compare aux États-Unis, à nos voisins du Sud, on a cette chance-là. Mais y aurait-il moyen qu'au lieu de mettre un filet social très fort, d'empêcher les gens de tomber du viaduc? Au lieu de dire, on va te pitcher en bas du viaduc, puis on va se croiser. Inquiète-toi pas, tu vas pas tomber. Tu sais, il y a un filet, tu as un parachute, puis il y a des gens que si tu te casses la jambe en bas, quand tu vas avoir tombé, ils vont prendre soin de toi. Même, on pourrait-tu mettre des rambardes assez larges pour éviter que les gens ne tombent? Puis les pays qui vont le mieux ont souvent, on va appeler ça de la prévention primaire, là. Donc prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est comme des clôtures dans les courses de ski pour éviter que les gens aillent frapper les arbres. La prévention primaire, c'est avant même qu'il n'y ait aucun problème, on va essayer de soutenir les gens. Ça, c'est de leur donner des garderies à tarifs modiques, de donner beaucoup de services sociaux qui permettent aux gens de contribuer à la société. Prévention secondaire, c'est lorsqu'il y a des symptômes qui sont apparus, est-ce qu'il y a moyen de les mitiger? Tu vis une épreuve difficile, un deuil épouvantable où tu as pris soin de ton père ou de ta mère malade pendant 15 ans, puis là, il décède, puis tu as un 6 mois que ça ne va pas bien. Bien, on va essayer, durant ce 6 mois-là, de te récupérer, d'éviter que tu tombes. Puis la prévention tertiaire, c'est ça ne va pas bien, tu ne fonctionnes plus. Ouais, tu es au fond. Tu es au fond. On va essayer de te rendre moins souffrant, puis idéalement, on va te ramener. Donc, au niveau de l'accessibilité des soins psychologiques, il faut, oui, les offrir, mais il y aurait peut-être des moyens simples comme diminuer les iniquités qui se paieraient tout seul. Ouais. Donc, on a un système d'impôt progressif, puis il y avait le Parti québécois un bout de temps qui proposait un palier supplémentaire pour les gens qui gagnent beaucoup. Puis il y avait un columniste de la presse, là, il a pris sa retraite, qui avait dit « angoisse fiscale ». Pouvez-vous me dire c'est quoi l'angoisse fiscale de quelqu'un qui gagne 50 millions par année? En tout cas, tout ça pour dire que si on envoie le message que tout être humain est important et qu'on en prend soin, on ne peut pas se tromper. Peu importe si c'est en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, on va être gagnant. Puis le Québec, c'est une des provinces les moins inéquitables du Canada avec les provinces atlantiques. Si on se compare, mettons, avec Toronto ou Vancouver, ou à Vancouver, vous voulez acheter un 1,5 de 200 pieds carrés puis ça vous coûte 1,5 million, mais ça envoie le message de débrouille-toi. Fais le plus d'argent que tu peux, puis ça crée des problèmes sociaux. Ouais. Donc, d'envoyer le message de « t'es important, on va prendre soin de toi », peu importe comment le message est livré, ça va être bien. Puis moi, je le vois applicable à la pratique en physiothérapie ou simplement en santé, l'espèce de les 3 paliers de prévention. Quand la personne est rendue chez nous, on est déjà au 3e palier dans le sens qu'elle a une blessure. C'est ça, elle est déjà blessée. Mais si cette personne-là avait eu, de l'éducation par rapport à la prévention des blessures,
déjà est un peu plus informé sur quoi faire pour ne pas se blesser. Exemple classique, on ne court pas de l'hiver, puis on repart le printemps 1er mars, un 10 km. Ça, c'est le classique. T'sais, au printemps, sont pleins nos cliniques. Là. C'est tout le monde qui reprend. Et aussi, mais l'aspect secondaire, puis qui est peut-être là où c'est peut-être manquant, mais je pense surtout en psychologie, mais même dans les soins physiques, quand tu commences à avoir des bobos, quand tu commences à avoir des inconforts, les gens ne savent pas quoi faire. Mm-hmm. Puis tout être humain, en fait, l'homme moderne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout arrêter. Donc, il commence à avoir une blessure, il va tout arrêter. Il va arrêter de courir, il va tout faire. Puis après ça, il va laisser passer 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, des fois 5 ans où ils ont arrêté toutes leurs activités. Puis là, ils se ramassent dans notre bureau. T'sais, ça serait quoi ton rêve de physio, toi, pour que les 3 niveaux de prévention primaire, secondaire, tertiaire dans ta profession soient respectés? Comment on pourrait éduquer le plus large plage de gens pour qu'il n'y ait pas de blessures, que s'il y en a qui les prennent en charge rapidement? Pardon. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour, une fois qu'ils sont blessés, ça serait quoi ton rêve de physio, toi? Mon rêve, il est large, OK? Mais tu vois, j'ai reçu Anthony Teoli, je ne sais pas si l'épisode va être diffusé avant ou après, mais lui, il fait de la recherche sur l'arthrose du genou. Puis on a parlé de ça, OK? Il est physiothérapeute, il fait de la recherche, son projet de doctorat sur l'arthrose du genou. Puis il a parlé de prévention primaire. Fait que ça, c'est la première chose à faire, c'est tous les facteurs de risque qui nous amènent à avoir des blessures, comment on peut les limiter? Fait que là, on parle d'obésité, on parle de niveau d'inactivité, on parle de sédentarité, on parle de avoir beaucoup de blessures quand on est jeune. Okay? Fait que ça, c'est des genres de choses qu'il faut prévenir. Puis c'est aussi simple que d'amener une culture d'activité physique en bas âge. Tu sais, moi, je suis né dans une famille où l'activité physique, c'était inné. Le week-end, c'était du ski. La semaine, c'est des pratiques de soccer, des matchs de hockey. Moi, je suis rendu à cet âge-là maintenant où, pour moi, si je ne fais pas du sport 3-4 fois dans la semaine, c'est comme si je saute des repas à chaque jour. Tu sais, pour moi, ça fait partie, de la même façon que manger une portion de légumes à chaque repas, pour moi, c'est un non-sens, tu sais, de ne pas faire ça. Fait que, comment ça se fait qu'en 2020, moi, je suis allé à une école secondaire, OK, plus tôt dans les années 2000, comment ça se fait que dans ces années-là, j'avais 2 cours d'éducation physique par cycle de 9 jours? Ça, c'est 1 cours par semaine, puis s'il y a un férié dans la semaine, c'est pas de cours de gym pendant une semaine. Les enfants qui n'ont pas de sport dans leur famille, ça veut dire qu'ils font pas de sport du tout pendant cette semaine-là. Puis j'ai reçu une autre physiothérapeute, Rachel Brosseau, à un épisode où on a parlé des normes de l'OMS de recommandations d'activité physique. 150 minutes par semaine. 150 minutes d'activité physique par semaine. Puis tu as vu le livre que je suis en train de lire, La clinique du coureur, la santé par la course à pied. Dans le livre, ils ont parlé d'une étude où ils ont pris un groupe de gens qui étaient diabétiques, qui étaient fumeurs et qui étaient sédentaires. Okay? Fait que des gens qui avaient un peu le trio là, de l'inactivité, si on veut. Puis ils ont démontré, en prenant un groupe qui avait quand même qui était quand même fumeurs et diabétiques, ceux qui avaient leurs 22 minutes d'activité physique par jour diminuaient les impacts significativement de ces maladies-là. Puis il allait même jusqu'à démontrer ou à dire que ceux qui n'ont pas leurs 22 minutes d'activité physique par jour sont aussi pires que s'ils sont fumeurs diabétiques inactifs combinés. Puis là, en tout cas, je pense que je l'ai bien verbalisé, là, mais c'était pour démontrer que l'inactivité physique avait autant d'impact négatif que le fait d'être fumeur et diabétique. Ben, c'est pour ça que des programmes comme Pierre Lavoie, ce qui met de l'avant, ou encore Cathy Tremblay avec Mavia, la motivation autodéterminée à la vie active, c'est souvent pour faire contrepoids au programme gouvernemental au Québec qui est déficient. Moi, j'ai eu la chance d'aller à quelques reprises en Norvège où eux, ils ont compris ça. Puis tu vois des enfants à la garderie avec des skis de fond dans les pieds. C'est ça, c'est fou. Le mardi soir, tu as un groupe de skieurs de fond, ils sont 10-12 ans, ils sont 800. Puis ici, ce qu'on voit sur les boîtes de céréales pour vous inciter à faire de l'activité physique, c'est marcher jusqu'à la voiture. Là. La barre est large. Là. Donc toi, tu dis que si on les éduquait, ça serait des habitudes pour la vie. Ben c'est ça. Puis... Fait que veux-tu te présenter en politique pour que je vote pour toi? Écoute, je pense qu'on a des politiciens de plus en plus
les jeunes politiciens, on dirait qu'il y a une nouvelle génération de certains politiciens qui sont là, qui font du bruit, puis que les gens aiment pas, les gens de la vieille génération aiment pas ça, entendre ça. Je pense qu'on a besoin de ces changements-là. Peut-être un jour, assurément pas à court terme. Je pense que j'ai en masse de projets. Mais ça, pour moi, c'est un élément, l'activité physique, en prévention primaire. Fait que moi, quand je vois des jeunes de 5 à 10 ans qui ne courent pas dehors à chaque jour, qui ne font pas de sport, pour moi, ça n'a aucun sens. Okay? Ça, c'est un élément. Élément numéro 2, ce serait que dès le primaire, même le secondaire, on ait des cours d'éducation à la douleur. OK. Aussi simple que ça, parce que les gens, là, les maladies professionnelles, là, les blessures au travail, là, j'ai lu le rapport de la CNESST de 2018 qui démontre les chiffres que ça coûte, ce système-là. Là. C'est astronomique, les chiffres qui sont dépensés pour que les gens puissent retourner au travail. On parle de physiothérapie, d'acupuncture, d'ergothérapie, mais aussi de tous les coûts payés par les employeurs pendant que leurs employés sont en arrêt de travail. Puis, une grande partie de mon travail, c'est de l'éducation par rapport à c'est quoi la douleur. Puis les gens ne savent pas c'est quoi la douleur. Ils pensent que c'est tout le temps une blessure, une fracture, une déchirure. Ils pensent que c'est tout le temps quelque chose de physiquement endommagé. Oui. Donc, ça crée de l'anxiété, ça crée de l'angoisse chez les gens. Mais si à chaque fois que tu avais mal, tu savais précisément pourquoi, simplement de comprendre le processus, puis là, je vais référer à l'épisode du podcast où on a parlé sur la douleur avec Ariel Desjardins-Charbonneau, c'est simplement un message du cerveau. C'est un signal d'alarme. Puis, avec le temps, quand les gens accumulent les blessures, accumulent des expériences de douleur, il y a une espèce de phénomène de plasticité qui se fait au niveau du cerveau où la douleur peut devenir simplement un système d'alarme où le bouton on il est comme resté enfoncé. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire aux personnes justement qui souffrent de douleurs chroniques pour se sortir ou pour améliorer ces conditions-là. Mais la comparaison que je fais, c'est si on prend les jeunes enfants, là, tout le monde va vivre une première expérience de douleur. Que ce soit à 2 ans, 5 ans ou 20 ans. Il y en a qui n'ont jamais eu de blessure de toute leur vie, puis à 40 ans, ils ont leur première entorse de cheville. Et le fait de ne pas savoir c'est quoi la douleur nuit à leur capacité de récupérer. Parce que c'est source d'angoisse et d'anxiété. Fait qu'un cours d'éducation à la douleur, tellement niaiseux, là, t'expliques c'est quoi la douleur, à quoi ça sert, parce que c'est super important. Si tu mets ta main sur le poêle du feu puis que tu ne sens pas la douleur, ça va te sauver ta main. De savoir c'est quand que c'est important puis quand est-ce que ça peut devenir nuisible. Fait que ça, c'est une des choses que je pense qu'il devrait avoir. Puis, tu sais, après ça, quand on parle de... peut-être ça, c'était plus de la prévention primaire, puis quand on parle de prévention, ce serait plus secondaire, ce serait d'avoir accès à des soins de physiothérapeute ou de professionnels de la santé en première ligne gratuitement. Quand tu vas à l'urgence puis que tu as une blessure, tu vas voir un urgentologue, mais là, il y a de plus en plus de projets avec des physiothérapeutes à l'urgence que tu vois en premier avant même le médecin. Exactement. Puis le problème, c'est que beaucoup de fois, on ressort avec une prescription de médicaments ou une prescription de radiologie, ou les deux, tu sais, une imagerie, et un repos 2-3 semaines, puis on se revoit plus tard. Puis quand on se blesse, là, c'est la première, la deuxième semaine qui est critique. C'est là, pas en termes d'intervention nécessairement manuelle, mais c'est là que la personne doit savoir comment gérer s'approprier à la maison. Tu sais, toi, c'est un lien avec la psychologie positive. C'est démontré, hors de tout doute maintenant, que dans les blessures aiguës, d'être optimiste par rapport à ta guérison t'amène à avoir une récupération plus favorable. Tu as un meilleur pronostic. Fait que juste d'appeler quelqu'un puis d'y dire qu'est-ce qui se passe, puis de parler à un physio, puis qui te rassure, qui t'explique c'est quoi, qui t'explique quoi faire pendant une semaine. Ça va faire la différence. Ça va faire une immense différence. Fait que je pense qu'il y a un grand manque au niveau de l'organisation des soins. Je pense qu'on a bâti le système de santé au Québec avec une hiérarchie, avec les médecins qui sont comme souvent au top de la pyramide. Puis ils ont besoin d'être là, selon moi, en termes de spécialistes, experts, puis peut-être au centre du système de santé, assurément. Mais je ne pense pas qu'on optimise le rendement de chacun des professionnels de la santé. Ça, c'est clair.
Au Danemark, ils vont rémunérer les médecins généralistes beaucoup plus que les spécialistes, en ce sens qu'on estime qu'ils sont plus utiles. C'est pas tant le fait qu'il y a une hiérarchie que est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait de mieux pour stimuler la santé du plus grand nombre versus pomper beaucoup d'argent pour prendre soin des gens qui sont avec beaucoup de problèmes. Mais ce que tu mentionnes, ça serait enthousiasmant que ce soit ça qui se passe. Ben oui, parce que, tu sais, tous les professionnels de la santé là, sont tellement importants. Puis le médecin, là, son rôle est central dans la prise en charge de toutes les maladies en général. Mais quand on parle de blessures musculo-squelettiques, fait que là, on parle de blessures au sport. Tu sais, je parle pas de douleurs associées à des maladies, des cancers, des maladies inflammatoires, OK? Moi, je parle vraiment de la blessure, là. Le professionnel de la santé qui est le plus outillé, c'est le physiothérapeute, qui a le background en pathologie au complet. Puis, tu sais, même là, je veux pas nécessairement favoriser une profession plus que l'autre, mais je pense que juste de la façon qu'on prend en charge une personne, peu importe qu'on soit physio, masso, ostéo, chiro, thérapeute du sport, je pense que c'est juste l'approche à avoir. L'approche d'auto-prise en charge par le patient, de lui donner de l'autonomie. De l'outiller, puis beaucoup d'éducation. Tu sais, il y a tellement d'approches thérapeutiques où on cristallise des croyances erronées par rapport à la douleur, par rapport aux blessures. On va rendre les gens kinésiophobiques, donc on va les rendre comme ayant une phobie de la douleur, parce qu'on leur a dit « tu as une douleur au dos, il ne faut plus que tu penches en avant ». Tu comprends? Oui, on coupe leurs ailes. Si le premier thérapeute que tu vois te dit ça, puis là, j'inclus tout le monde. Là. Il y a des physios qui font ça, il y a des chiros, il y a des ostéos, il y a des médecins qui disent « Ah, ça, là, c'est dangereux, tu vas avoir ça toute ta vie. » Ça, c'est la base. C'est une partie du problème, tu sais. On transmet des croyances erronées à la personne. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup à revoir sur la façon qu'on peut gérer autant l'accès aux soins que le soin en tant que tel. Donc, toi, ce que tu dis, c'est si on apprend les gens à bouger, à gérer leur douleur dans un jeune âge, on va déjà récolter beaucoup de bénéfices. Puis lorsqu'ils entrent dans le système, peut-être de plus facilement dispatcher aux personnes les plus à même de soutenir l'autonomie des gens, ça augmenterait le bien-être. Puis rapidement, puis tu sais, quand on parle d'arrêt suite à une blessure, qu'on soit... que ce soit un accident de travail ou que ce soit un accident sportif, ils ont fait des études, puis chaque mois que tu es en arrêt de travail, là, le pourcentage de chances que tu reviennes à ton travail comme avant diminue. Là, puis c'est drastique, les chiffres. Là. Je ne les ai pas précisément, mais c'est quelque chose comme à chaque mois, tu perds des 10-15% de chances. Là. Mais je pense que c'est probablement au-delà d'un certain nombre de mois. Mais c'est juste pour démontrer que si à chaque fois qu'on a une blessure, on met les gens sur des listes d'attente pour consulter, c'est tout du temps perdu. Puis moi, je ne coûte pas cher pour 1 heure de consultation. Oui, par rapport aux bénéfices. Par rapport à quand tu regardes l'ensemble des coûts, puis ça, je suis sûr qu'il y a des statistiques qui existent, mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est quand tu prends, mettons, un accidenté au travail, si on prenait la moyenne de la durée de l'arrêt. Mettons qu'on dit que les moyennes au Québec, c'est 4 mois d'arrêt de travail. Bien, regardons pour chaque employé, ça coûte combien ramener cette personne-là au travail? Bien, justement, là, dans le Global Health and Wellbeing Policy Report, il y a la formule mathématique que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande utilise pour calculer si on met de l'argent, est-ce que c'est rentable. Et là, c'est un des meilleurs gouvernements pour dire, avec des faits, exactement ce que tu mentionnes. Ils vont prendre ce que tu dis en mots, puis ils vont le transformer en signe de dollar. Ouais. Ça existe. Ben, puis c'est là que ça parle, là. Ben, c'est sûr que c'est un langage qui est assez facile à comprendre. Combien ça me coûte puis qu'est-ce que ça me rapporte. Oui. Fait que, tu sais, quand on compare, tu sais, quand on coupe en éducation, quand on n'optimise pas le cursus en éducation physique, tu sais, l'être humain que tu es à 40 ans est forgé probablement parce que tu as fait dans tes 12, 15 premières années. Tu sais, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Ouais. Tu vas en Norvège, là, puis tu leur dis c'est quoi une journée d'école, ils vont te dire je vais à l'école, je vais faire du ski de fond. Ouais. Puis ils vont peut-être même pas te parler de devoirs. Oui. Tu comprends? Oui, même chose en Finlande, dans différents endroits, mais on a beaucoup à apprendre, mais ce qui ne veut pas dire qu'on fait tout mal non plus. Là. Non, exactement, mais
je pense que va falloir revoir ça. Puis il va falloir revoir, tu sais, l'exemple avec la pandémie qu'il y a eu, les politiciens, ils disaient on est en train de construire l'avion en le volant. Oui. Puis ça, quand on a une crise, c'est vrai. Ouais. Quand il y a quelque chose qui pète puis qui éclate, c'est vrai qu'il faut réagir. Mais quand on est simplement dans essayer d'optimiser tout ce qui se passe en termes dans la société, c'est en amont, c'est avant qu'il faut mettre l'argent. C'est jeune qu'il faut mettre l'argent. Il y a des statistiques de nombre phénoménal de troubles d'anxiété chez les jeunes au primaire, au secondaire, qui augmentent. Les étudiants en médecine à l'Université de Montréal, puis je ne sais pas si c'est ailleurs au Québec aussi, mais à l'Université de Montréal, n'ont plus de notes associées à leurs examens. C'est rendu succès-échec parce qu'il y a trop d'anxiété de performance. Je peux pas être plus d'accord. Fait que, tu sais, si moi, je me dis, c'est quoi les besoins les plus importants en santé? C'est les besoins psychologiques, là. Ben, c'est souvent le grand oublié parce qu'il est moins visible, mais c'est une variable assez porteuse, là. Si on se donne la peine de les comprendre puis d'essayer d'appliquer ça dans son quotidien, envers soi, dans son entourage rapproché, puis tout un chacun dans nos professions, je pense ça me donne espoir, moi, pour le futur. Oui, en espérant que les jeunes, puis les prochaines générations sont de plus en plus sensibilisés à ces enjeux-là, mais au-delà de simplement quoi faire pour réussir dans la vie, c'est quoi faire pour être heureux, puis si tu es heureux, probablement que tu vas bien... Ben, ton podcast en est un bon exemple. Là. Tu pourrais rester chez toi et ne rien faire, mais là, tu décides de contribuer au prochain. Là. Ouais, ben tu sais, en même temps, ça part quasiment de l'égoïsme en moi parce que c'est ma volonté d'être curieux puis de discuter avec des gens sur plein d'enjeux. Puis tu sais, aujourd'hui, là, la psychologie, on s'entend, c'est pas mon domaine, mais la prémisse de ce podcast-là, ça revient au début de ma pratique quand j'ai réalisé que toutes les techniques manuelles enseignées, toute l'analyse de la biomécanique du mouvement, ça vaut pas 2 cents quand tu as quelqu'un qui pense que sa douleur au genou, c'est un cancer au genou, puis qu'elle a peur de mettre du poids dessus parce qu'elle pense qu'elle va l'éclater en mettant du poids dessus. Oui, exactement ça. Ça fait que ça m'a fait remettre beaucoup en perspective c'est quoi ma pratique. Puis de plus en plus, je m'intéresse à la psychologie parce que on dirait que la bulle associée, la bulle qui contribue, la bulle associée à la psychologie qui contribue à l'évolution de mes patients est comme de plus en plus grosse. Puis, moi, je vois la psycho comme le hub d'une roue, le moyeu. Ouais. Tu as toutes les disciplines de la santé, mais ce qui l'unit, c'est quoi que je pense pour Absolument. faire quoi. Mais c'est difficile à voir, mais ce que tu dis, là, c'est de la musique à mes oreilles. En terminant, là, je ne veux pas te retenir trop longtemps. Là, je voulais savoir, de ton côté, comme psychologue, avec toute l'expérience que tu as acquise pendant les dernières années, si tu avais des conseils très précis mais simples à l'égard des employeurs ou les boss, les personnes qui sont en haut des pyramides hiérarchiques dans les entreprises, dans les organisations, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil simple pour améliorer les besoins psychologiques de leurs employés, mais sous-jacent à ça, améliorer la performance de l'organisation? OK. Il y en aurait quelques-uns. Un premier, ça serait miser sur les forces plutôt que sur les faiblesses. Ouais. Il y a un questionnaire gratuit qui existe, le Values in Action. Là, il est disponible à l'adresse viame.org. Donc, il est disponible en 41 langues. Il est validé avec 8 millions de personnes. Puis ça mesure vos forces de la plus présente à la moins présente. Quand on se concentre sur les 5 premières, puis on les utilise souvent, longtemps et intensément, on a montré que travailler sur les forces, ça augmente la satisfaction puis ça diminue la frustration des besoins, alors que juste de travailler sur les faiblesses, c'est comme si on enlevait le frein à main dans son auto. Vous n'allez pas avancer plus vite en enlevant le frein à main. Oui, ça va être efficace quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, mais travailler sur les faiblesses, on met beaucoup trop d'énergie là-dessus, donc on devrait se concentrer à la fois sur diminuer les faiblesses quand elles nuisent à la performance et augmenter les forces. Ça serait un premier faisceau. Un deuxième faisceau, c'est comme d'avoir calibrer l'importance de l'argent dans toute la constellation de ce qui est possible. L'argent, c'est important. Oui, c'est chiffré, c'est facile à comprendre, mais
on met beaucoup trop d'accent sur l'argent, puis surtout l'argent dans les mauvaises raisons. Une façon de rendre l'argent moins important, c'est d'en parler, puis de le rendre entièrement transparent. Les gens qui nous écoutent, là, si vous avez peur que vos collègues sachent votre salaire, c'est sûrement que ce n'est pas justifié. Oui, c'est problématique, ça. Donc, on a développé une intervention sur le rapport à l'argent, diminuer les motifs négatifs et augmenter les motifs positifs. Puis je trouve ça réjouissant de voir des gens, au début, là, sont tétanisés. On dit, on va parler d'argent, va-t-il falloir que je dise mon salaire? Puis après 1h30, 2 heures, ils se disent, crème, ça m'a fait du bien. On a comme nommé l'éléphant dans la pièce. Donc, de moduler son rapport à l'argent, de ne pas avoir peur d'en parler au-delà de la simple transaction économique. Là, dire, il faut augmenter le chiffre de vente. Oui, mais pourquoi il faut augmenter le chiffre de vente? Pourquoi on ne le baisserait pas cette année? Pourquoi on vise 4 d'augmentation? Pourquoi pas 1,8, 1,2? Se questionner sur les raisons qui nous poussent à l'argent, ça serait un deuxième faisceau, je dirais. Puis le troisième, ça serait notre rapport au temps. Si vous vous dites, OK, il faut 4 d'augmentation l'année prochaine, OK, c'est bon. Dans 100 ans, vous allez être mort, c'est qu'est-ce que vous voulez que votre compagnie ait comme impact? Là, les gens ne sont pas habitués de se faire poser cette question-là. Au lieu de vous donner une augmentation de salaire de 2,8 %, si je vous donnais une augmentation d'1 %, mais que vous avez un mois de salaire de plus, moi, je serais curieux de voir c'est quoi que les gens choisiraient. Donc, à la fois de se projeter dans la durée, où est-ce qu'on voit que on peut avoir une prospérité humaine sans croissance économique. Donc, de le projeter très loin dans le temps, puis de se questionner à tous les jours, c'est quoi je veux faire avec mon temps? Je veux-tu plus passer de temps avec ma blonde? Je veux-tu jouer au Lego avec mes enfants? Ou je veux vraiment augmenter le chiffre d'affaires de ma compagnie de 4 %? Donc ça, travailler sur les forces plutôt que les faiblesses, parler de l'argent, mais avec un éclairage scientifique, puis valoriser beaucoup plus le temps puis la richesse de l'expérience humaine au-delà de d'autres éléments qui sont parfois futiles. Ça serait comme 3 grands faisceaux que je dirais. Ça a bien l'allure, je pense que ça répond... je pense que ça répond aux éléments principaux qu'on a discutés aujourd'hui, là, assurément. Merci énormément de t'être déplacé. Merci de l'invitation. Ça m'a fait grandement plaisir de te recevoir. C'était un des épisodes que j'avais le plus hâte de faire, juste parce que ça sort un peu du domaine que je suis habitué de discuter. Puis, tu sais, si les gens ne voyaient pas le lien entre la santé puis la psychologie ou tu sais, à tout le moins la motivation, je pense que le lien a été clairement démontré aujourd'hui. J'invite les gens à aller en apprendre plus sur la théorie de l'autodétermination. Je pense qu'il y a un site Internet entièrement consacré à ça. Oui, c'est selfdeterminationtheory.org. Donc, ça va être un site plus scientifique où sont répertoriés les scholars, les chercheurs dans le domaine avec leurs articles. Mais il y a souvent des ressources grand public comme des interventions dans les médias ou des impacts de ces recherches-là. Mais c'est sûr, moi, c'est un site que je visite assez souvent régulièrement. pour ma job de nerd professionnel. Puis je mettrai en lien aussi le lien vers l'article avec les Sœurs du Four-la-Pointe là, qui était super bien écrit. Les gens vont pouvoir avoir cette belle lecture-là, qui est une lecture super facile, pas rigoureuse du tout, je veux dire pas lourde du tout. Puis aussi, on a parlé brièvement, tu as cité un peu certains extraits de la présentation du TED Talk que tu avais fait sur l'argent. Là. Oui. Fait que je mettrai le lien aussi de cette présentation-là sur YouTube. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Salut.